on est parti. Allez, encore une minute. Est-ce que vous nous entendez bien? Pas de problème de son? Tout va bien au niveau de l'image? On va attendre le retour. Si les personnes peuvent nous dire si le son et l'image c'est bon. Est-ce que vous nous entendez bien? C'est ça, en même temps que ça arrive. Il y aura des gros blancs s'il faut répondre. Non, mais il y aura un petit peu de latence. Vas-y, Sébastien, je te laisse parler un petit peu. Ouais, bah on va commencer. Donc il est 20h15 et bah c'est parti. Eh bien bonjour à tous, je m'appelle Sébastien Favier, j'ai 26 ans dans quelques jours. Mon ami Florian. Bonjour, donc qui s'occupe de la régie et qui va donc transmettre vos questions à Sébastien. Voilà. Donc ce soir on va parler du projet TurfShell, c'est la coque de téléphone anti-vol autonome que j'ai développé. Ce soir je vais principalement m'axer sur les sujets des questionnements qui ont été posés, sur l'avancement du projet et ce qui va en devenir. Donc avant tout faire un rapide récapitulatif. Pardon. Qu'est-ce que TurfShell? En très bref, c'est une coque de téléphone anti-vol autonome qui est verrouillable. C'est-à-dire que ça répond à la problématique des vols de téléphone. Quand on se fait voler un téléphone, le premier réflexe d'un voleur, c'est éteindre le téléphone et partir en courant. Le but du projet, c'est une coque qui s'adapte au téléphone, qui est verrouillable au téléphone, qu'on puisse le dissocier. Et lorsque le voleur part en courant, qui a éteint le téléphone et qui est parti loin, nous, il suffit d'aller voir n'importe qui, un passant, la police, les forces de l'ordre, pour aller localiser le téléphone par SMS et aussi le faire émettre une alarme puissante. Alors si le voleur s'amuse à dissocier la coque peut émettre une alarme. Donc voilà pour ça. Ensuite, le reste, c'était où en est le projet. Alors comme vous avez vu, j'ai lancé sur Ulule une cagnotte. Donc on n'est pas très loin de l'objectif, c'est déjà très bien, on a eu beaucoup de hauts et bas, mais ça s'est super bien passé, je suis très content. Il y a eu plus de 500 contributions, c'est très positif et je suis très content de ça d'ailleurs. Et donc on est actuellement à 2100 €, quelque chose comme ça, je n'ai plus vu les chiffres. Et maintenant à quoi ça va servir cet argent? Donc cet argent va servir à financer l'étude industrielle de la coque anti-vol par Alp DI. C'est eux qui vont fabriquer la coque. Et je vais passer également par BPI France pour m'aider à avancer cette solution. Donc ce soir, je vais également aussi répondre à des questions qui ont été posées sur les questions de Google Form. Donc c'est des questions que j'ai fait beaucoup de tri parce qu'il y a beaucoup de questions qui se ressemblent. Donc c'est peut-être plus viable de pouvoir répondre à une seule question qui répond à tout le monde. Donc voilà, on va commencer les questions. Alors, donc comme l'a très bien dit Sébastien, on a eu des questions assez redondantes, donc au final on les a regroupées. Alors une des questions qui revient le plus, c'est qu'est-ce qui empêche un voleur de jeter la coque et de s'enfuir avec le téléphone qui coûte plus cher que la coque? En quoi est-ce un plus par rapport au principe de géolocalisation des téléphones actuels? Pourquoi ne pas seulement développer une application cachée sur le téléphone pour localiser, bloquer, récupérer les données du téléphone à distance et bloquer, si besoin, la réinitialisation de l'usine sans mot de passe par exemple? Waouh, elle est complexe. C'est une sacrée question, mais qui en résume quand même bien sûr. Donc un bon nombre. La première question c'était là-dedans. Qu'est-ce qui empêche donc le voleur de se débarrasser de la coque et de s'enfuir avec le téléphone déjà? Alors déjà pour ceci, donc la coque, comme je l'ai bien expliqué dans les vidéos et dans les fiches du produit, la coque est théoriquement indissociable du téléphone. Comment ça fonctionne? Il y a un mécanisme de compression à cran qui permet de comprimer le téléphone sur la coque et qui évite de pouvoir de séparer la coque avec les doigts. Tout simplement. Après, j'imagine pas l'état que ça peut être si la personne s'amuse au tournevis de faire levier avec. Donc pour toi, on pourrait ouvrir la coque, mais ça nécessiterait des outils que les voleurs n'ont pas particulièrement sur eux
et surtout, s'il venait à essayer d'ouvrir la coque, ça viendrait endommager le téléphone, ce qui n'est pas forcément dans l'intérêt du voleur. Bien sûr, tout à fait. D'accord. Et la clé utilisée par la coque, c'est des clés universelles, tout le monde aura la même clé? Non, ce sera des clés uniques. D'accord, unique à chaque coque. Unique à chaque coque aura coque. sa clé. C'est ça. D'accord. Donc quelqu'un ne pourrait pas, par exemple, imprimer un modèle de clé en 3D, par exemple, qui serait universel, qui lui permettrait de déverrouiller toutes les coques. Non, bah pour cela, il faudrait imprimer des millions de combinaisons de clés. Pardon. Ok, très bien. Ça répond en partie à une autre question. La deuxième question qui était donc dans cette première longue question, c'était en quoi est-ce un plus par rapport au principe de géolocalisation actuel des smartphones? Alors, c'est un plus parce que quand le téléphone est éteint, on ne peut plus localiser le téléphone avec les applications standards, ce qui est préinstallé dans les systèmes des téléphones. Quand le téléphone est éteint, on ne peut plus rien faire. L'alternative de cette coque qui permet de géolocaliser, elle fonctionne toute seule, avec ou sans téléphone allumé ou éteint. Ce qui permet de pouvoir continuer à suivre ce téléphone qui est éteint par le voleur ou par n'importe qui pour pouvoir le retrouver. D'accord. Alors là, c'est une question qui va sûrement être posée. Certains iPhones peuvent être localisés même éteints. Mais qu'en est-il de si le voleur a retiré la carte SIM? Ah oui. Ah bah, s'il a retiré la carte SIM, c'est-à-dire qu'il a réussi à enlever la coque. Donc dans ce cas de figure, c'est que le signe de verrouillage, il a cassé. Ça serait plus dans ce cas de figure. Je voulais dire, un téléphone actuel, un iPhone Ah oui. actuel, voilà, peut être localisé même éteint. C'est assez compliqué, il faut se connecter sur le compte iCloud, faire localiser le téléphone, etc. Donc c'est pas forcément une chose très facile à faire quand on vient de se faire voler son téléphone. Néanmoins, c'est possible. Donc là, l'avantage de la coque, ça serait que ça protège aussi le fait qu'on ne peut pas enlever ni la batterie ni la carte SIM du téléphone. Tout à fait. Voilà, donc Exactement. double intérêt. Double intérêt, en effet. D'accord. Très bien. Alors, avant de continuer, je vais mettre un petit œil sur le chat. Je vois qu'on a une question de Van Drake. En termes d'autonomie, justement, une fois le téléphone éteint, je suppose qu'il parle de l'autonomie de la coque. C'est-à-dire qu'un voleur éteint le téléphone, la coque peut être capable de communiquer sa position et éventuellement de mettre une alarme pendant combien de temps? Alors, théoriquement, au point de charge, à la fin de la charge, 32 heures. Ensuite, quand la personne va forcément l'utiliser la journée son téléphone, il va aller dans la rue, la batterie va s'user entre temps. Donc, à partir de là, on va estimer à peu près à 25 heures d'autonomie. D'accord. Donc, on a largement le temps de, si besoin, aller contacter les forces de l'ordre, d'envoyer un SMS pour localiser le téléphone ou, dans le meilleur des cas, envoyer un SMS pour essayer de faire sonner la coque si le voleur est encore à proximité. Tout à fait. Voilà. Alors, je vais passer à la question suivante, mais Van Drake, si tu as besoin d'encore un peu plus de précision sur ta question, n'hésite pas. Alors, donc je poursuis la première longue question. Pourquoi ne pas simplement développer une application cachée sur le téléphone et qui bloquerait la réinitialisation de l'usine sans mot de passe? Bah, ça, c'est au constructeur d'aller voir ça. C'est pas notre niveau. C'est beaucoup plus complexe et chaque téléphone, c'est des procédés différents. Donc c'est beaucoup plus compliqué de faire ça. Limite, pour faire ça, il faut casser le bouton de verrouillage et c'est pas un bon intérêt de faire ça. D'accord, très bien. Ça répond à la première longue question. Alors, une autre question qui est beaucoup revenue à la fois dans le sondage que tu as fait et sur les différents réseaux sociaux dont tu as parlé du projet, c'est si on utilise des techniques de brouillage d'ondes ou des espèces d'étouffoirs de son. Donc là, on a par exemple en tête une cage de Faraday, par exemple, dans laquelle on viendrait mettre le téléphone, ou vraiment bloquer la coque dans un sac fermé, hermétique, avec beaucoup de tissu pour étouffer. C'est certes, ça nécessite que le voleur ait une certaine préparation de son vol, mais imaginons que le produit vienne à se démocratiser, ça pourrait être quelque chose qui est beaucoup plus commun. Quelles sont les alternatives? Est-ce qu'il y a quand même toujours un moyen d'utiliser la coque? Alors en effet, il y a une solution s'il y a un brouilleur d'ondes, en brouilleur GPS ou en brouilleur GSM. Il faut une combinaison de plusieurs facteurs. Bon, bien sûr, tout ça, ça va être encore en étude parce que le produit final n'est pas encore terminé, donc je ne peux pas étudier le cas final. Mais tout ce que je peux vous dire, c'est que quand le téléphone et la coque n'ont plus de réseau, qui sont éteints ou n'ont plus d'accès hors ligne, la cage Faraday va toujours émettre un peu une sorte de cage d'ondes. Réflexion. La cage va laisser passer quelques ondes. Plus ou moins, en fait, il va y avoir des réflexions d'ondes.
Et ces réflexions d'ondes, en fait, on va pouvoir les capter dans la coque. Et, ensuite, le facteur aussi, c'est les chocs, genre un coup de marteau, le machin. En fait, c'est plusieurs indices qui vont indiquer que la coque n'est plus à la main de son propriétaire. Et à ce moment-là, la coque va émettre des petits bips pour dire attention, attention, je vais sonner. Et au bout de 3-4 bips, au moins de 10 secondes, si on n'a pas inséré la clé derrière, elle se met à sonner super fort. S'il n'y a pas l'étouffoir. Voilà. D'accord. Parce que bon, l'étouffoir, bon, là je suppose qu'on vient étouffer un son aussi fort que le son puisse être. Bon, on peut jamais passer au travers de ce genre de mesure. Bien sûr. Par rapport à ce que tu viens de dire, justement, une autre question que j'ai vu se poser aussi. Par exemple, quelqu'un qui aurait un usage un peu particulier de la coque pourrait finir par déclencher ce système d'alerte. Commencer à émettre des bips, etc. On peut comprendre qu'au quotidien, c'est peut-être un petit peu embêtant. Est-ce que tu as prévu un système qui permettrait peut-être de régler la sensibilité de ce système, ou voire même de le désactiver si une personne estime qu'il y a peu de chances qu'elle se fasse voler son téléphone avec quelqu'un d'équipé, par quelqu'un d'équipé, pardon, il aurait en mesure de désactiver cette espèce de petite sécurité de la coque. Bien sûr. Alors, la coque a une connexion Bluetooth qui permet de relier la coque à l'application sur le mobile, qui est optionnelle, je précise bien. Cette application optionnelle installée sur le téléphone va permettre de configurer la coque. Il y aura beaucoup de paramètres. Il y aura des paramètres de tonalité, même le type de son, de fréquence de choc, de propriétaire aussi, l'activation de l'abonnement, le réseau cellulaire, etc., la qualité du signal, la batterie et bien plus. D'accord, très bien. Je regarde à nouveau le chat, voir s'il y a quelques questions. Non, pas pour l'instant, donc je vais continuer, parce qu'on en a quand même un petit nombre de questions. C'est intéressant, ça montre que les personnes s'intéressent au projet. Alors, n'as-tu pas peur que la victime, en voulant localiser son téléphone, se retrouve face à face avec son voleur et que ça puisse dégénérer? Oui, bah ça c'est le problème de société, et pour résoudre ça, il est très conseillé d'aller voir d'abord les forces de l'ordre. Voilà, c'est ce que je conseillerais. Sauf si vous êtes assez fort et vous voulez... assez nombreux. Très bien. Donc ça c'est assez logique, mais c'est vrai que la question se pose. L'appareil permet certes de retrouver le téléphone, mais si les personnes sont en état de vous empêcher de le récupérer, c'est sûr que ça reste plus compliqué. Alors, si notre téléphone est assez vieux et... oula, non, la question est assez... Si notre téléphone est assez vieux... Alors, ok, d'accord, la question est assez bizarre, donc je vais la corriger. Très simplement, un vieux téléphone avec une vieille version d'Android, est-ce qu'il serait compatible avec la coque? C'est-à-dire que a-t-il besoin de l'application? Je prends l'exemple qui était donc dans la question. Un vieux Huawei P20 Lite, par exemple, qui est sous une version d'Android qui est bien dépréciée, est-ce qu'il pourra toujours utiliser la coque? Est-ce qu'on peut imaginer qu'un modèle de coque soit fait pour son téléphone et qu'il puisse l'utiliser? Alors, bien sûr, le but de la fabrication de ces coques va passer du téléphone le plus récent au plus ancien, qui permettent aussi aux personnes qui ont des générations de téléphones anciens, qui ont plus des années, ils peuvent aussi acheter des modèles. Concernant l'application, en effet, il peut y avoir des problèmes, mais on peut configurer la coque depuis un autre téléphone, ce qui reste probable encore là-dessus. D'accord. Et une fois configuré, on peut l'utiliser sans application? Tout à fait. D'accord. Donc l'application est uniquement là pour la configuration. Au démarrage. Ok, très bien. Alors, on a une question de KG. Au niveau des chargeurs, c'est un chargeur de type C. Donc si on a un iPhone, il faut un chargeur différent pour recharger la coque et le téléphone. Alors, comme chaque coque de téléphone sont adaptées au modèle de téléphone, le téléphone s'insère dans la coque. Il y aura une prise USB ou USB de Mac, Apple, à l'intérieur. Et quand on va aller brancher le câble pour charger la coque, ça va charger en même temps le téléphone. D'accord. C'est coup double. C'est un petit peu comme les coques d'iPhone qu'on avait pu voir il y a quelques années quand les iPhones avaient de gros problèmes d'autonomie de batterie. En fait, qui viennent se brancher directement dans la prise du téléphone et qui répètent la prise en fait en bas. C'est ça, voilà. C'est comme une batterie, une coque de batterie en fait. Voilà, ça reste le même connectique. Donc un iPhone, on utilisera un chargeur d'iPhone. Un téléphone Android, on utilisera un type C classique. Voilà. C'est ça, ça va rester en réflexion, savoir si on généralise USB-C ou spécifique à Apple ou USB-C. C'est en cours de réflexion. D'accord. J'espère que ça a répondu à ta question, KG. Encore une fois, si tu as besoin de plus de précision, n'hésite pas à reposer
la question en commentaire ou une autre question. Alors, hop. Alors, est-ce qu'il y a une alternative au fait qu'on ait besoin d'un deuxième téléphone pour déclencher la coque à distance? Alors, on n'est pas obligé d'avoir un deuxième téléphone sur soi. En général, la plus haute probabilité quand on est dehors, c'est qu'il y a d'autres personnes qui ont aussi un téléphone. Et juste ça, ça suffit. Bien sûr qu'il y ait un minimum de coopération pour que la personne puisse aussi vous aider. Et pas besoin d'avoir deux téléphones sur soi. On peut, mais c'est pas le plus conseillé. D'accord. Donc là ce que tu expliques, ce que je pense que c'est ce qui était un petit peu sous-entendu par la question, c'était que on peut aller voir n'importe qui, peu importe son téléphone, peu importe qui c'est, on lui donne le numéro de la coque, Oui, et lui il peut la déclencher à distance par un simple SMS, c'est ça? c'est ça, sans application. D'accord, voilà. Donc pas besoin d'avoir un deuxième téléphone sur soi. Bien sûr, Juste une personne avec un autre téléphone à proximité C'est ça. à qui on va donner le numéro. qui fait SMS, voilà, tout simplement. Un petit peu comme quand on perd son téléphone chez soi et qu'on le cherche et qu'on demande à un ami de nous le faire sonner. Par exemple, ouais, c'est ça. D'accord, je vois. Alors, je vois qu'on a une question dans le chat de Michael Banville, j'espère que ça se prononce comme ça. Quels seront les modèles de téléphone supportés? Alors, les modèles téléphone, on va commencer par la production des plus récents. On va sûrement commencer tout ce qui est Apple, Samsung, Asus, et on va descendre au fur et à mesure sur des modèles plus anciens. Donc, on va sûrement aller jusqu'en 2009, probablement, 2010. On ne sait pas encore, mais le but, c'est que tout le monde puisse avoir une coque. Parce que il n'y a pas encore vraiment de modèle défini. Non. Ce sera les plus communs dans un premier temps. Bien sûr, Un petit peu comme des fabricants de coques classiques qui font en majorité pour les téléphones les plus vendus dans le commerce, mais que si on cherche un petit peu ou si vraiment il y a de la demande, peuvent faire des coques pour des modèles un petit peu plus spécifiques. bien sûr. Et j'ajoute également qu'il est probable qu'on pourrait faire un clin d'œil à Rhino Shield. Voilà. Je pense que des personnes qui sont spécialisées dans le moulage des coques avec tous les modèles de téléphone, ce serait plus intéressant pour pouvoir intégrer notre technologie dans le moulage directement. Et ça serait rentable pour tout le monde et tout le monde peut avoir son modèle de téléphone. Très bien. Voilà. Donc encore une fois, Michael, n'hésite pas si tu as d'autres questions, en espérant qu'on ait pu répondre à la tienne. Alors, très bien, il y a très bien la question d'après est en lien avec celle de Michael, donc ça tombe très bien. Sur Ulule, tu as proposé des contreparties à partir de 50 € de dons. La contrepartie, elle est simple, c'est en fait, tout simplement, c'est une coque. C'est une des coques. La question, c'est, j'ai payé cette contrepartie. Oui. Comment puis-je être sûr que mon téléphone fera partie des premiers téléphones qui auront droit à ces modèles, puisque comme on vient de le dire, dans un premier temps, ce sera surtout les téléphones les plus répandus. Bien sûr. Alors, on va quand même aller respecter le cheminement des choses. Mais par contre, on pourrait mettre en priorité les personnes qui ont fait des demandes exceptionnelles là-dessus. Pour ce cas-là, la personne qui a fait cette commande sur Ulule, je vais lui demander son modèle de téléphone et je mettrai dans la liste des priorités. Pour potentiellement lui faire à lui une coque sur mesure dans un premier temps. C'est ça. D'accord. Pour lui satisfaire. Très bien. Ce qui est tout à fait normal. Alors, y a-t-il plusieurs couleurs ou motifs ou même formes qui sont prévues? Oh oui, carrément. Donc le but, c'est faut pas qu'elle soit noire comme elle est présentée, c'est juste un concept, voilà. Il y aurait bien sûr plusieurs couleurs, il y aurait des designs à la Rhino Shield, voilà. Et je pense qu'on pourrait contacter des entreprises spécialisées dans le design pour les téléphones et vendre avec. Parce qu'encore une fois, c'est une coque, donc potentiellement on peut dessiner ce qu'on veut dessus, mettre la couleur qu'on veut sur le Bien principe. sûr. Très bien. Et même le gravé au laser. Oh. Alors, la coque est-elle 100% solidaire au téléphone, impossible de la séparer? Alors celle-ci, tu y as un petit peu répondu dans l'introduction. En effet. Mais ce que je pense qu'entend la personne, c'est imaginons que je perde la clé. Oui. Comment je fais? Il faut nous contacter et on envoie une deuxième paire. Enfin, D'accord. normalement, de base, il est censé avoir deux clés avec lui. Enfin, une avec lui tout le temps, une chez lui. Et si les deux ils ont perdu, nous on pourrait l'envoyer une copie. Très bien. Alors, je vois une nouvelle question dans le chat. Deux nouvelles questions.
Alors, on va les prendre dans l'ordre. La coque sans la SIM, c'est une question de Kevin Millet. La coque sans la SIM, sans l'abonnement, c'est juste une coque, une petite collection Zelda ou Star Wars. Petit cœur. Alors, la coque sans la SIM, sans l'abonnement, c'est juste la coque. Je suppose que du coup, Kevin, ce que tu entends par là, c'est si tu as participé sur Ulule à raison de 50 euros et que donc tu as la contrepartie de la coque sans l'abonnement, bah, je suppose que c'est ça la question. C'est qu'est-ce qu'il a pour les 50 euros du financement participatif, donc sans l'abonnement de la SIM. D'accord. Ça va encore changer tout ça, mais je vais expliquer ce qu'on est actuellement. Alors, j'ai fait 2 choix d'achat sur Ulule, en effet. Mais je vais y remédier parce qu'il y a beaucoup de choses qui ont changé. L'achat qu'il a fait sans la SIM, c'est acheter juste la coque et lui peut mettre sa propre SIM dedans. D'accord, mais Voilà. la coque est déjà tout équipée, c'est-à-dire il y a déjà tout le matériel, c'est pas une coque vide. C'est ça. D'accord. Mais comme je vais changer la donne, parce que du coup la SIM, après réflexion sur la cybersécurité, il faut que la SIM soit soudée au téléphone et clairement associée. Donc l'abonnement, enfin la coque avec ou sans SIM, elle va sûrement changer. Parce que le problème, c'est le hacking, c'est qu'on peut changer la façon de fonctionner la coque et ça c'est problématique. D'accord, donc ce que tu es en train de me dire, c'est qu'une personne qui a au final mis que 50 et pas 55 euros sur le Ulule, en fait il va finir par avoir plus que ce qu'il avait prévu à la base. Voilà, D'accord, comme ça. bon, je pense que les personnes ne vont pas s'en plaindre. Alors, autre question encore de KG. Cette technologie dans une coque de téléphone rajoute-t-elle beaucoup de poids? Cette question m'a été posée par le journaliste en effet de France 3. Donc j'ai pu lui répondre. Aujourd'hui, comme c'est un prototype, pour l'instant c'est que du moulage plastique, donc le poids il n'est pas encore fini, il n'est pas encore étudié, c'est pas le poids final. Le but du financement participatif, c'est produire un prototype mère, c'est le troisième prototype qui va me permettre d'ensuite l'étudier. Donc le poids, les cassures, les défauts plasturgie, les défauts logiciels, si on jette par terre, ce qui ne va pas casser non plus, les défauts de batterie également, les défauts de mécanique, la compression, le cacheter moi-même, savoir si je peux moi-même le voler mon téléphone. Et au final, c'est d'améliorer le poids avec un quatrième prototype qui va être le produit final. Donc ce troisième prototype, donc ça c'est un processus normal dans la conception de ce genre de produit. Tu vois un prototype mère qui est produit, qui est censé être le plus proche du produit fini, qui permet d'éprouver éventuellement les dernières failles, les derniers problèmes qui pourraient subsister. C'est ce qu'on appelle un POC, Proof of Concept. D'accord. Mais est-ce que, pour quand même répondre à KG, as-tu comme une estimation du poids de cette coque? J'ai une estimation en tête, elle sera au-delà de 100 à maximum 200 grammes, mais pas plus. Et un téléphone classique, admettons un iPhone 10 ou ce genre d'équipement, ça pèse combien? Un iPhone 10, je n'ai pas le poids en tête, mais à titre comparatif, je sais que mon Asus Zenfone 5, il pèse 311 grammes. Ah oui, donc en fait, on est à entre la moitié du poids du téléphone, ça peut peut-être aller jusqu'à de 2 fois le poids du téléphone à la moitié quand la coque est connectée. C'est ça. D'accord. Ok. Au final, oui, on en revient à ces fameuses coques batterie d'iPhone qui rajoutaient quand même du poids. Mais là, ce qui est normal, costaud. c'est parce que il y aura toujours le poids de la batterie. Oui. Ok. Alors, comment as-tu réussi à ne alors la question est un peu tournée étrangement. Je pense que le sens de la question c'est comment as-tu réussi à penser à toutes les failles que les voleurs pourraient exploiter? Ah, comment je n'ai pas réussi à trouver les failles? Eh bien justement, le but d'avoir investi dans ce projet, c'est imaginer toutes les failles possibles en se mettant à la place d'un voleur. J'ai aussi beaucoup de retours de la part de mon entourage, que ce soit les amis, la famille ou même des personnes, des connaissances et même des professionnels, des gens qui sont dans l'industrie, même dans les finances, qui eux ont aussi posé des questions et c'est grâce à toutes ces remarques qu'il m'a permis de pouvoir répondre à des problématiques. Et donc tout a été pensé. S'il manque quelque chose, eh bien, je serais ravi de vous écouter. Mais pour moi, tout a été étudié et les problématiques de vol ils sont presque partiellement, enfin presque tout couvert. Quasiment, oui. Quasiment tout couvert. D'ailleurs, je profite de l'audience ici présente. Si vous pensez à des choses éventuellement que Sébastien serait passé à côté, des idées, des choses comme ça, le projet est encore, comme vous pouvez le constater,
à une partie de conception et d'étude. Donc il y a des choses qu'on peut éventuellement encore améliorer bien en amont du projet. Donc c'est très intéressant d'avoir beaucoup de retours, même des retours qui peuvent vous paraître, vous dire ah non, ça ils y ont pensé. Bah, essayez, proposez, n'hésitez pas surtout. Plus il y a de retours sur le projet, et mieux c'est. Donc vraiment, n'hésitez pas. Je vois qu'il y a encore des questions sur le chat de KG et de Kevin. Alors, KG qui nous dit si j'ai bien compris, il faut une clé pour pouvoir enlever la coque du téléphone. Si on perd cette clé, il y a des solutions. Alors KG, Sébastien a un petit peu répondu à cette question en disant que la coque était fournie avec 2 clés, un petit peu comme des clés de cadenas. Donc tu en gardes une chez toi en cas de problème. Et sinon, Sébastien, si un utilisateur venait à perdre ces 2 clés ou à endommager ces 2 clés ou que sais-je, quelle est la solution? Eh ben, c'est nous contacter et on pourrait fournir une copie de clé par rapport à votre profil. Et surtout, bah, il faut le numéro de série de la coque. Oui, donc c'est associé avec. Donc le oui. numéro de série sera bien évidemment noté au dos de la coque. Oui. Ok, très bien. On met à l'intérieur la coque. Alors, Kevin nous demande en largeur c'est fat. Je pense qu'il parle en termes d'épaisseur par rapport à un téléphone standard. Alors actuellement le prototype en effet il est pas fini, donc il est aussi épais qu'un doigt. Mais la finalité, comme vous avez pu voir dans la vidéo, c'est qu'il soit aussi fin. Ça c'est une coque simple, encore plus fin qu'un tout petit doigt en plus. Et c'est vraiment le but, c'est que ce soit transparent, que ce soit pas gênant, pas lourd, et que quand on part en soirée, bon bien sûr, quand on part en soirée pour sécuriser, limite on s'en fout un petit peu des détails de poids, tout ça. Mais les personnes qui veulent garder la coque à vie, tout le temps, le mieux c'est avoir quelque chose d'esthétique qui est pas lourd et qui est confortable. Qui est petit. Que ça ne fasse pas trop gros, un téléphone trop gros dans la poche. Quand on voit les derniers modèles qui sont presque des tablettes plutôt que des téléphones, c'est sûr que si on vient rajouter une coque par-dessus, il faut qu'elle soit le plus fin possible. Bien sûr. Et ça encore une fois, tu as besoin que l'étude industrielle soit un peu plus avancée pour pouvoir donner des dimensions exactes en termes d'épaisseur. Tout à fait. Très bien. Hop, donc je vois Kevin qui répond à K. En effet. Et Jérôme Senet qui nous demande si c'est une bonne situation, ça scribe. Alors je ne sais pas si tu as la référence Sébastien, mais je répondrai qu'il n'y a pas de bonne ou de mauvaise situation. Alors, ensuite, donc nous avons dans les questions un petit peu générales qui nous ont été posées, il y a bien évidemment la question du coût. Combien coûtera cette coque? As-tu un modèle économique qui est déjà fini à l'heure actuelle? Alors, il n'est pas encore fini parce que j'ai besoin beaucoup de retours d'expérience, d'avis et surtout un retour sur le financement des études industrielles. C'est ça qui va être plus important. Parce qu'il y aura plusieurs modèles de type d'achat. Il y aura, comme disait mon ami, le type à la Netflix, c'est-à-dire que vous n'achetez pas la coque, vous la louez, clairement, du style 4-5 euros par mois. Vous n'achetez pas la coque, donc vous payez que 5 euros par mois. Que la coque soit cassée, elle tombe en panne ou qu'elle soit volée, c'est nous qui prenons en charge tout ça. Ce qui comprend l'abonnement de la SIM aussi? Aussi, oui. D'accord. Voilà, c'est comme Netflix, vous pouvez vous désabonner quand vous voulez, vous rendez la coque. Et voilà. D'accord. Et sinon, l'autre type, comme vous avez pu voir sur le site, c'était l'achat de la coque avec la SIM dedans. Et la SIM elle coûte 3 euros. Mais ce qui est moins intéressant pour des personnes qui sont assez réticentes, c'est de devoir payer en plus du produit. Et ça, j'ai écouté et je suis d'accord avec vous. Mais ça, c'est pas encore figé. C'est pas encore figé. Voilà, encore une fois. Kevin, oui, très bonne question encore de Kevin. As-tu pensé au nouveau téléphone qui se plie chez Samsung? Pas encore. Je sens que c'est un peu trop récent. Et vu la diversité des gens qui achètent ce genre de téléphone, est tellement rare que je me doute que tout le monde va acheter des téléphones pliables. Parce que, à voir. Ça reste encore un marché de niche, tout en gardant en tête que actuellement ces téléphones Samsung ont, pour l'instant en tout cas, des gros soucis de fiabilité au niveau de leur écran. C'est-à-dire que la pliure marche pour un certain nombre de fois, mais au bout d'un moment, ça commence à être un petit peu problématique. Donc je pense qu'avant de penser à ce genre de choses, tu préfères que la technologie de l'écran pliable en lui-même soit réellement aboutie. Oui, bien sûr, pour tous les téléphones. Alors, on continue. Une autre question de Jérémy Germain. En termes de solidité anti-choc ou aussi solide qu'un smartphone normal?
Alors, je pense que Jérémy sous-entend par exemple, mon téléphone, j'ai une coque autour parce que je suis maladroit, je le fais tout le temps tomber. Oui. Est-ce que la coque TIFF-Shell vient rendre le téléphone plus fragile, plus solide, le protège aussi de ce genre de choses? Elle protège autant qu'une coque normale. Il y a quasiment les mêmes matériaux qui sont dedans. C'est juste l'épaisseur en plus par l'électronique qui est inclus dedans, mais ça change rien à sa fragilité. D'accord. Donc en fait, en termes de protection, mis à part la protection pour les vols bien sûr, on est au niveau de la protection d'une coque classique de smartphone. Voilà. Alors, je ne sais pas si ça répond tout à fait à ta question, Jérémy. N'hésite pas à préciser si besoin. Alors, je continue. Alors là, je ne vois pas d'autres questions pour l'instant. Hop. Donc, on va passer à une seconde partie. Sébastien, tu vas nous présenter quelques chiffres. En effet. Encore une fois, n'hésitez pas si vous avez des questions. Ouais, on vous répond. Continuer à les poser, hein. Aucun problème. Je garde un œil sur le chat. Vous pouvez nous interrompre à tout moment si vous avez des questions. Alors, j'ai établi des statistiques sur la page de Google Forms qui permet à tout le monde de répondre, de donner leurs avis. Alors, en plus de mes propres connaissances, de nos cultures aussi, en termes de tout ce qui est informatique, société, j'ai pu peaufiner mes recherches avec vos réponses. Je les ai tous ici. Il y a une question là. Alors oui, il y a une question toujours de KG. Et la technologie dans la coque ne risque pas de se casser en cas de chute? Je pense que oui, Sébastien, tu peux répondre à cette question. Oui. Alors, comme je n'ai pas encore le produit final, on ne peut pas encore définir comment ça va se comporter en cas de chute. C'est ça, voilà. Mais le but, c'est que la coque protège autant l'électronique que le téléphone. Mais on peut supposer que, étant donné que ça reste de l'électronique, tout comme le téléphone, en cas de chute, si c'est un choc suffisamment violent pour endommager l'électronique de la coque, c'est probablement un choc assez violent pour endommager le téléphone. Tout à fait. Voilà, faut pas non plus abuser. C'est évident, c'est la physique. Voilà, on peut pas si vous roulez avec un char d'assaut sur votre tank, sur votre téléphone, évidemment que ça ne va pas tenir. Alors, je continue. Kevin qui nous dit que j'ai oublié de faire ça. Alors, Jérémy Germain qui nous demande si la coque sera waterproof. Alors, pas waterproof, mais résistant à l'eau, comme tous les téléphones. Waterproof. C'est ça, parce qu'il y a une connectique électrique en dessous. Il y a la partie émetteur de son. Si on s'amuse à offusquer ça pour qu'il soit waterproof, on n'entendrait quasiment plus rien. Obstrué, pardon. Voilà, donc ça résistant à l'eau. Donc résistant à l'eau, mais comme un téléphone standard qui n'aurait pas de clapet. On a un petit souci d'éclairage. Excusez-nous. Ouais. Bon, et ben c'est pas grave. C'est pas grave. C'est pas grave, nous allons continuer dans une ambiance un petit peu plus tamisée. Ce n'est pas grave. Alors voilà, donc Jérémy, j'espère que ça répond à ta question. Donc je te laisse poursuivre, Sébastien. Voilà, n'hésitez pas si vous avez des questions, je vous réponds tout de suite. Alors, dans les statistiques, comme je vous ai dit, j'ai pu peaufiner mes propres recherches avec vos avis, ce qui m'a permis de pouvoir établir des profils et des statistiques sur le vol de téléphone, comment ça se passe, etc. Donc, la tranche d'âge, elle est très souvent axée entre 18 et 40 ans, les personnes qui ont des téléphones qui ont répondu à ce questionnaire. Donc, pour vous donner les chiffres, en moyenne, il y a en effet 66 personnes sur un sondage un peu approximatif de 600 personnes. Il y a eu 66% de personnes qui ont été victimes de téléphone, dont 34 qui n'ont pas eu de problème. De vol de téléphone. Voilà. Ensuite, la valeur estimée du téléphone, en moyenne, elle est plus axée entre 100 et 500 euros. Je sens que j'avais un résumé ici. On a mélangé les feuilles, on est désolé. Voilà. Donc, voilà. C'est bon. Il est revenu. Donc, non, ça c'était... Ah, les feuilles sont mélangées. C'était pas cela. Non. À la fin, il y avait un résumé sur les statistiques. C'était toi qui l'as. Ah, il est là, la conclusion. Voilà. Désolé. C'est imprévu. Tac. Alors, comme je dis, il y a en moyenne 70% de victimes de téléphone, dont 60% qui n'ont pas été retrouvées. Donc, je pense qu'à un moment donné, quand on se retrouve dans cette situation, il y a de la frustration. Bon, c'est pas grave. Pas l'éclairage.
enfin diminue la puissance. Il y a une forme de frustration qui fait que quand on ne retrouve pas un téléphone, on est obligé d'aller racheter un téléphone. Et rien que cette procédure, elle est autant coûteuse et très frustrante. Donc 70 victimes de téléphone, dont 60% qui n'ont pas été retrouvées. C'est ça. Contre seulement 30% retrouvés par la police, par chance ou par géolocalisation. Voilà, avec les téléphones allumés. La valeur du smartphone en moyenne est entre 100 et 500 euros et entre 1000 et 1500 euros. Ensuite, 73 des personnes pourraient acheter ces coques, dont 76% des victimes de vol de téléphone. C'est-à-dire qu'on a une probabilité de personnes qui se sont déjà fait voler un téléphone qui sont intéressées par une coque anti-vol. Et ensuite, c'est quand même un marché assez important. Très important. Et il y a à peu près 20% des personnes qui n'ont jamais été victimes de vol, mais qui sont intéressées par ces technologies anti-vol. Voilà. Et ensuite, sur le succès mondial, donc ça c'est une question assez générale, c'est très positif. Il y a en moyenne 70% de probabilité que ça risque de fonctionner dans le monde. D'accord. Donc en gros, si on résume un petit peu tout ce que tu viens d'expliquer, donc tu as pris un échantillon de population, tu leur as posé des questions concernant le projet. Tout à fait. Ce qui t'a permis de tirer ces chiffres. Tout à fait. D'accord. Voilà. Ensuite, on est passé aussi... fois, si vous avez des questions, surtout n'hésitez pas dans le chat. Il est là pour ça, donc vraiment. Même une question qui peut vous paraître bête ou quoi que ce soit, surtout n'hésitez pas. On est là pour y répondre. Voilà, donc là j'ai une dernière statistique, donc des remarques qui sont pertinentes. Donc en conclusion, encore une fois, une probabilité de 30% qu'un voleur ait des connaissances poussées dans le domaine informatique électronique combiné, mais sachant que tout type de profils peuvent se croiser. Alors, évidemment. La question, Sébastien, par rapport aux chiffres que tu viens de nous dire, qu'est-ce que tu entends par là? Tu entends qu'un certain pourcentage des voleurs pourraient avoir le réflexe, par exemple, de se promener avec une cage de Faraday parce qu'ils auraient eu le réflexe de penser qu'on peut avoir des systèmes de pistage comme de la cocktail shell. Plus ou moins. Déjà, il faut avoir le matériel sur soi, donc la probabilité, elle sera expliquée là aussi. Mais des personnes qui ont des connaissances assez larges sur l'électronique, sur l'informatique, qui peuvent dire bah, tiens, je reconnais cette coque, c'est une coque anti-vol. C'est des petits signes qui font que la personne n'est pas forcément idiote. Voilà. Ensuite, la probabilité de vol qui frôle les 60%. Donc c'est-à-dire que quand un vol, quand il y a une occasion de voler un téléphone, selon le type de profil de la personne, c'est une personne qui est plutôt stressée ou une personne qui est très... un voleur qui aurait l'habitude, par exemple, de l'habitude aussi. Le téléphone. Voilà. Là dans ton cas présent, tu parles d'un voleur qui n'a pas forcément l'habitude. Les deux. Les deux. Donc un voleur qui serait expérimenté, si une occasion se présente, selon donc, le sondage que tu as fait, les personnes estiment qu'il y a 60% de chances qu'il passe à l'acte et qu'il essaye du moins de voler le téléphone. Tout à fait. D'accord. Voilà. Ensuite, ça reste quand même assez probable que les vols se produisent. Je pense que nos amis citadins seront assez d'accord avec ces chiffres, car on s'est tous retrouvés dans des situations où des amis ou même nous-mêmes sommes fait dérober un téléphone ou pour les plus vieux un lecteur MP3 ou autre dans le métro ou les transports en commun. Tout à fait. Ensuite, la probabilité qu'un voleur soit équipé d'outillage spécifique à TFShell. Donc ça c'est aussi en rapport avec une autre question que je vais pouvoir vous répondre après. On voit qu'il y a plusieurs questions qui ont apparu. Donc on va répondre. Alors oui, excusez-nous, Thomas. Le chat a mis du temps à s'actualiser. Alors, si je reviens. Encore au-dessus. Non, celle-là. Alors voilà, une question de Thomas. Une fois la production validée, ce sera du surcommande et sur mesure pour chaque client ou il y aura de la production de masse ou pour les appareils peu vendus. Alors on a déjà répondu à cette question, mais on peut, Sébastien, je te laisse y répondre peut-être en une phrase. Oui, alors on va produire déjà des prototypes avant tout, qui va permettre de produire le produit final de TFShell. Et ce dernier, on pourrait être fabriqué en masse avec plusieurs types de coques pour chaque modèle différent de téléphone les plus connus. Donc les plus, Dans un premier temps, les plus connus. C'est ça. Mais s'il y a une forte demande pour un modèle en particulier, on priorisera les modèles de modèle. Alors, je redescends. Du coup, il y avait une autre question. Non, la question a été posée 2 fois. Désolé Thomas, nous n'avions pas vu la première fois. Alors, Jean Barnier qui demande comment se fait le verrouillage de la coque pour qu'elle soit scellée avec le téléphone. Alors, j'ai amené le petit prototype qui est posé là.
Alors, il s'agit vraiment, Qui n'est pas préciser encore une fois, qui n'est pas la taille finale. bien sûr, Là l'exemple a été fait avec un téléphone assez gros pour vraiment que ce soit visuel et que ça soit facile justement à expliquer. voilà. Donc ça, c'est ce que vous avez sûrement vu à la presse, c'est la partie électronique, donc ça, c'est pas le sujet. Ça sera la partie verrouillage. J'ai juste schématisé physiquement comment ça va être fait. Donc derrière, il y aura un verrou à clé. Quand on va tourner, il y aura un système à cran. Donc on ne voit pas trop, mais il y aura un système à cran ici, que lorsqu'on va tourner, les câbles ils vont tirer sur les côtés, donc sur les côtés et dessus et dessous, autour du téléphone. Donc bien sûr, c'est un truc imprimé très rapidement, c'est un brouillon, mais en gros, manière grossière, ça va ressembler à ça le système. Ça sera des systèmes avec des tiges à l'intérieur, Alors, qui est breveté d'ailleurs. Joris qui nous dit que ça pédale pas assez pour allumer la lumière. Eh bien, sache que On est tombé en panne. c'est une lumière sur batterie et malheureusement elle ne fonctionne pas si elle est branchée. En fait, ce n'est pas Ça a dû être rechargé entre temps. bien conçu comme lumière. Alors, cela peut-être alors, une autre question de Kevin. La coque peut-elle être hackée? Alors justement, c'est encore le but d'études industrielles et pour avoir le modèle final. Donc par Bluetooth, probablement, mais il faut être vraiment à côté. Il faut s'y connaître surtout. Il faut s'y connaître, il faut avoir l'identifiant de la personne. Donc là, c'est un autre niveau. Et par contre, tout ce qui est au niveau du réseau cellulaire, à ce jour, on n'a pas eu, depuis des années, entre les générations de protocoles de communication par GSM, on n'a jamais eu de remontée de problème de hacking de téléphone. Et on en revient aux chiffres que tu nous as donné tout à l'heure. La probabilité qu'un voleur à la sauvette, comme ça, dans le métro, Qui est préparé. prenne le temps d'aller scanner le Bluetooth, d'aller se connecter à ta coque, de te suivre suffisamment longtemps, etc., avoir les connaissances nécessaires pour hacker, que la coque n'émette pas de signal prévenant qu'elle s'est fait déconnecter, on est quand même à un niveau d'improbabilité assez conséquent. Bien sûr. Voilà. Mais voilà, après, rien n'est un craquable hein, dans l'informatique, mais ce n'est pas aussi simple que juste appuyer sur un bouton. Alors, Thomas qui pose une autre question, y aura-t-il une protection contre la surtension? Oui, dans la coque, même dans le prototype, il y a en effet comment dire, pas un gestionnaire, mais plutôt une gestion d'alimentation électrique. On peut le voir ici, mais c'est très bref, c'est juste un prototype qui va gérer la charge entrante, la charge induction et la charge sortante, qui va lui-même charger le téléphone. Voilà. Très bien. Et Jean qui nous dit donc on ne pourra pas enlever la coque sans abîmer le téléphone ou même le casser. Oui, c'est précisément l'intérêt du projet. C'est exactement ça, Jean. Tout à fait. Alors, du coup, si on reprend encore une fois, n'hésitez pas si vous avez des questions, je vais actualiser le chat un peu plus régulièrement. Donc, on était sur la probabilité. Problème de son, il y a un écho. Il y a un écho. Il y a un écho. Alors, attendez. Non, on a un seul micro. C'est là-bas, je pense. Oh, c'est pas grave. Bah, en vrai, ça va. Je vais régler ça. Oula, le son est étrange, dit-il. Allô? Ok, alors, c'est bon. est-ce que vous pouvez me dire si l'écho est toujours présent? Ah, il y avait deux profils de micro-cravate. Merci d'avoir prévenu pour l'écho. Yes, merci. J'attends juste que vous me confirmiez si l'écho c'est bon. est résolu. Notre micro. Non, c'est bon. Notre micro corrigé. Ok, très bien. Merci à tous. Merci. Alors, Sébastien, du coup, reprenons. Alors, oui, donc la probabilité que le voleur soit équipé de tout un matériel pour hacker cette coque spécifiquement. Alors, avant tout, ça serait aujourd'hui. Là, actuellement, la coque n'existe pas dans le public. Aujourd'hui, il y a moins de 10% de probabilité qu'une personne soit équipée de brouilleur GSM, d'outillage pour enlever une coque. La probabilité est super faible. D'accord. Ça rejoint une question qui avait été posée dans le chat et je voulais justement attendre ta réponse. Plus la coque sera connue, plus potentiellement les voleurs seront au courant de son existence et plus ils prendront peut-être des précautions. Tout à fait. Est-ce que tu as des chiffres concernant cela? J'ai des chiffres, en effet. Alors, demain, donc c'est-à-dire quand la coque sera probablement démocratisée, on aurait en moins de 20% de probabilité qu'une personne aurait ces idées d'outillage. Mais par contre, il y a quelque chose qui peut poser problème.
c'est qu'il y aurait à peu près 23% de probabilité qu'il y ait des vidéos tutoriels sur des sites internet ou sur YouTube dédiés au hacking de TFShell. D'accord. De hacking dans le sens, on en revient à ce qu'on disait au début du live, c'est-à-dire mettre dans une cage de Faraday, Voilà. empêcher le son de sortir en utilisant un sac qui vient complètement étouffer tous les bruits. Ce genre de hacking, non pas informatique mais matériel. C'est ça. Donc déverrouillage, brouillage d'ondes, kit de déverrouillage ou même court-circuitage. Après, la question, elle est la même que pour les systèmes d'alarme dans les domiciles. C'est-à-dire qu'il y a de plus en plus de personnes qui ont des alarmes. Les voleurs continuent à essayer, mais ça en décourage peut-être certains. Et lorsque le voleur, quand bien même il serait préparé, entend l'alarme sonner, les voisins allument les lumières, etc., il a quand même plus de chances de s'enfuir sans rien avoir eu le temps de voler ou très peu de choses. C'est un petit peu la même logique. C'est le but, c'est qu'une personne qui veut vraiment voler le téléphone et s'enfuir avec pour l'ouvrir de force, etc., on ne peut pas l'en empêcher. C'est vraiment les vols à l'arraché, les vols rapides, les vols dans une foule, les choses comme ça, pour vite localiser le téléphone avant qu'il soit trop loin. C'est ça. Voilà. C'est surtout ça l'intérêt de la coque. L'intérêt, c'est localiser très rapidement le téléphone sans aller devoir se connecter sur son compte Google pour aller localiser le téléphone. En effet. Et autre question de Jean, et une très belle question. J'espérais justement qu'on allait avoir des personnes qui nous poseraient ce genre de questions, car c'est malheureusement des questions qui ne sont pas assez revenues dans les questionnaires. Moi qui ai des données sensibles au niveau de mon travail, combien de temps j'ai avec la coque pour pouvoir retrouver mon téléphone avant que ce soit mis entre de mauvaises mains? Donc ça, c'était en lien avec la batterie. Tout à fait. Donc est-ce que tu peux rappeler à Jean le temps que tient la batterie de la coque? Alors théoriquement, à la fin de la charge, la batterie tient 32 heures. Bien sûr, il y aurait une utilisation entre temps, la personne serait sortie dehors, donc on va estimer que la personne n'a pas chargé le téléphone pendant peut-être 6, 7, voire 10 heures. Donc on va dire que la batterie serait estimée à peu près à 25 heures d'autonomie. Et concernant justement les données sensibles que Jean pourrait avoir sur son téléphone, oui. Étant donné que la coque possède une SIM, elle a donc accès au réseau opérateur. Est-ce qu'on peut imaginer qu'une personne accède aux données du téléphone en piratant la coque? Non, impossible. C'est impossible. D'accord, très bien. Donc voilà Jean, j'espère que ça répond à ta question encore une fois. Donc Sébastien, je te laisse poursuivre. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. À ajouter. Car on va bientôt arriver vers la fin de ce live, donc vraiment c'est le moment. N'hésitez pas à poser des questions. Ouais. Alors ensuite, les niveaux des vols, comment le téléphone va être caché. Voilà. Donc d'après les statistiques, il y a 27% de chances que le téléphone volé soit caché dans un lieu et non porté par le voleur. Et là, c'est aussi une belle occasion, c'est que la personne, des fois, il vole le téléphone, il le cache quelque part. Et grâce à ces coques, on peut le localiser, le faire sonner. Et du coup, on n'aura pas à se confronter auprès du voleur, on aura juste à récupérer le téléphone qui a été volé. Ensuite, il y a moins de 20% de chances d'extraire le téléphone en moins de 5 minutes sans dommage et sans se faire coincer. Donc ça revient à ce qu'on avait parlé tout à l'heure. Donc c'est-à-dire qu'on se fait voler le téléphone. La probabilité en moins de 5 minutes que la personne extrait le téléphone sans l'abîmer, sans se faire repérer, parce que dès qu'on force, ça se met à sonner, elle est quand même très faible. Donc il y a à peu près moins de 20%. Encore une fois, la coque ne vient pas résoudre totalement le problème des vols, mais elle permet de limiter et de dissuader. Tout à fait. Voilà. Ensuite, il y a moins de 54% de chances que le voleur ne recommence pas suite à l'alarmement public et à l'arrestation par les forces de l'ordre qui est plutôt gênante. Okay. Ça dépend du profil, encore une fois. Je rappelle aux personnes qui auraient pu arriver en cours, les chiffres que Sébastien nous indique, ce sont les résultats d'un sondage qui a été fait auprès d'un panel d'utilisateurs des réseaux sociaux concernant leur avis sur différentes questions, concernant les vols de téléphone, l'envie d'achat d'une coque de protection, etc. Plein de sujets comme ça. Ce n'est pas des chiffres sortis un petit peu comme ça au hasard, ce sont des chiffres qui viennent de sondages d'un panel effectué sur les réseaux sociaux. Tout à fait. Voilà. Et ensuite, il y a presque 22% de probabilité de représailles envers TFShell. Tu as pensé au fait que des voleurs pourraient potentiellement voir d'un mauvais œil que tu fasses baisser drastiquement leurs revenus. Voilà, c'est ça. C'est à peu près ça. Très bien. Ensuite, deux dernières choses. On continue à poser des questions, hein. Sinon le live va bientôt se terminer.
Donc il y a des points publics, les points positifs et les points négatifs que j'ai retenus. Je vais pouvoir y répondre même si j'ai répondu. Oh yes. La lumière a le temps de se recharger un petit peu. Donc les points positifs que les personnes ont ramenés, c'est la multifonction, le fait qu'une coque fasse à la fois anti-vol. Donc là, juste pour repréciser, là, quelle était la question qui était posée? Ce n'est pas des questions, ce sont juste des points positifs et négatifs qui étaient retenus dans le questionnaire. D'accord, donc tu as demandé aux gens quels sont pour vous les points positifs d'un tel produit et quels sont les points plus gênants, plus problématiques d'un tel produit. Voilà, on va pouvoir en parler en 3 mots de ce qu'ils en pensent. Donc le fait qu'une coque elle soit à la fois anti-vol, c'est un point positif. Ah, Bon bah, bon, c'est tant pas grave pis pour la lumière. C'est pas grave. Ensuite, ça servira à beaucoup de monde. Oui. Correspond à un besoin réel. En effet, ça répond à une très problématique qu'on ne peut pas résoudre aujourd'hui. Aujourd'hui, il existe des gadgets Bluetooth pour anti-vol, mais comme je l'ai beaucoup expliqué dans les vidéos, c'est pas fiable parce qu'ils ont besoin d'un hôte pour fonctionner. Si le téléphone est éteint, ça fonctionne pas. Voilà. Ou si on a retiré la SIM, ça marche pas non plus. Voilà. Si le gadget final il est à Total Win, ça marchera pas. Ensuite, le téléphone non assuré est cher. Oui, c'est vrai que ce soit pas assuré et qu'il soit cher en effet. Volé et perdu. Donc on revient aussi le fait que le téléphone a été volé, mais aussi on peut le perdre. Oui, c'est vrai, c'est un élément qui n'a pas été évoqué, mais Une perdre personne. son téléphone ou simplement l'oublier quelque part. Alors certes, dans ce genre de cas, on peut utiliser les solutions natives d'Apple par exemple pour le casier téléphone, mais encore une fois, il faut être dans un endroit où il y a un accès internet, avoir un autre téléphone, un smartphone, avoir ses identifiants du compte Apple. Il ne faut pas que l'iPhone vous demande de vous authentifier avec le téléphone que justement vous ne retrouvez pas, etc. C'est trop de choses. etc. Mais ça reste aussi une possibilité. Je vois que Jean a posé 2 questions. Alors Sébastien, juste si tu peux terminer ce que tu voulais dire, on va passer aux questions. Oui, ensuite, quand on fait voler un sac à main, la probabilité qu'il y ait un téléphone dedans aussi, Elle est grande. elle est grande aussi, surtout pour les femmes qui mettent beaucoup leur téléphone dans les sacs à main. Parce que malheureusement, les fabricants de vêtements ne comprennent pas que les grandes poches, ce n'est pas que pour les hommes. Voilà, et donc grâce à TUF Shell, on pourrait localiser le téléphone qui est dedans, Et donc le sac à main. le sac à main. Très bien. Ensuite, Tu as un dernier point, circuit on passe aux innovation, solution rapide pour retrouver, en effet, c'est pour plus rapide. Diminue le rachat de mobile, donc écologie, en effet. Oui, c'est vrai que si on ne se fait pas voler son téléphone, on n'en rachète pas un, Voilà. ce n'est pas faux. Même le papier associé avec. Les portables sont de plus en plus chers. Ensuite, les points négatifs nécessitent l'aide d'un autre téléphone. Oui, Il faut un autre téléphone pour déclencher la coque. voilà, mais c'est pas forcément notre téléphone, c'est le téléphone d'une autre personne. Voilà, normalement tout le monde a un téléphone. L'esthétique, le poids, donc ça paraît sans étude. Le poids, Jean qui n'était pas là au début du live, justement, voulait savoir combien pesait environ la coque. Donc, est-ce que tu peux redonner la valeur approximative que tu avais donnée tout à l'heure? Alors, la valeur approximative que je veux viser, c'est entre 100 et maximum 200. Au-delà, ce n'est pas intéressant. Voilà. Donc, en fait, Jean, pour te donner un ordre d'idée, le poids moyen d'un téléphone, c'est à peu près équivalent. Donc, tu doubles en fait le poids du téléphone. Mais si tu prends un gros iPhone X qui pèse beaucoup plus lourd, ce sera même pas un quart du poids du téléphone. Mais si tu prends un petit téléphone de taille standard, on est à entre 75 et 100% du poids en fait du téléphone. Voilà, donc ça reste quand même un certain poids, mais c'est au final moins lourd qu'une coque qui permet par exemple d'augmenter l'autonomie de la batterie. C'est ces coques qui étaient très répandues il y a quelques années sur les iPhones. Ensuite, préfère l'assurance que la coque. Non, c'est faux. L'assurance, c'est beaucoup plus compliqué de se rembourser un téléphone. La coque anti-vol, comme je vais parler au niveau des achats, si on se fait voler la coque anti-vol, c'est tout pris en charge par nous. Il n'y a pas de problème. Ça, c'est encore en réflexion, c'est pas fini. Mais les assurances, il y a beaucoup d'interlignes et c'est compliqué voilà, les petites lignes en bas du contrat d'assurance, tout ça, c'est compliqué. Tout à fait. Voilà. Et facilement contournable, non, on a évoqué tous les points qui fait que c'est compliqué à contourner le système. Ces points ont déjà été évoqués. Donc je continue du coup avec les questions. Voilà. Si le téléphone est éteint, la coque fonctionne toujours. Oui, Jean, tout Oui. à fait. C'est l'intérêt justement de la coque. C'est que si je vais d'ailleurs laisser Sébastien réexpliquer rapidement le principe pour les personnes qui seraient arrivées en cours du live. En effet, alors la coque fonctionne de manière indépendante du téléphone. C'est-à-dire qu'il ne dépend pas du fonctionnement du téléphone. La coque, on peut même le faire fonctionner tout seul sans téléphone, ça ne change rien à lui. L'intérêt, c'est que le premier réflexe du voleur, c'est en effet éteindre le téléphone.
Et quand le téléphone est éteint, on ne peut plus l'appeler, on ne peut plus le localiser avec les applications standards qu'on a sur iCloud ou Google localisation téléphone. Alors, on peut, mais c'est beaucoup plus long, c'est beaucoup plus compliqué. Le Voilà. voleur a eu le temps de s'enfuir très loin avec le téléphone et peut-être aller à des endroits où il a des outils capables d'ouvrir la coque en plus de 20 minutes, quoi. Voilà. Donc le but, c'est dans les 10 premières minutes, elles sont plus importantes parce que c'est en moyenne, c'est le temps que le voleur va mettre à fuir et à être assuré que c'est bon, la victime n'est plus derrière lui. Et pendant ces 10 premières minutes, c'est l'occasion de localiser le téléphone avec un passant avant qu'il commence à dissocier les accessoires. Le localiser, ou le faire sonner. Voilà. Encore une fois, si on constate qu'on vient de se faire voler à l'instant son téléphone, le plus simple c'est encore de faire sonner la coque. Là, le voleur doit se sentir bien bête quand il se rend compte qu'il y a quelque chose qui est en train de sonner très très fort dans sa poche, Voilà. au milieu d'une foule. C'est ça. Bon, bien sûr, avant tout, c'est d'abord le localiser pour se rapprocher, pour l'entendre. Et quand on met un bip, on regarde la réaction des passants parce que les gens vont se retourner. Premier réflexe, c'est un truc qui sonne. Le voleur, il a dans sa poche, il va se sentir bête. Il va courir, se débarrasser du téléphone. Plus s'en débarrasser. Voilà. Merci Kevin pour ton passage. Je crois que c'est toi qui parlais de Top Chef tout à l'heure. Eh bien, bonne émission à toi. Allez. Florie et André qui avait une question. Si je me fais voler et que je vais voir la police quand le produit ne sera pas encore vraiment démocratisé, y a-t-il un risque que la police n'ait pas confiance envers ce système et surtout qu'ils n'interviennent pas assez vite? Tu comptes essayer je vais agrandir le message, de rencontrer un contact avec la police pour parler de ton produit ou quelque chose comme ça? Oui, alors ça marche avec la préfecture de Lyon, etc. Tu les as déjà contactés? J'ai des idées de contacts potentiels parce que j'ai en effet fait quelques petites démarches, mais c'est pas officiel parce que le produit n'est pas fini, donc je peux rien leur présenter physiquement. Tout à fait. Mais à but, ce serait en effet essayer de entrer ce modèle de géolocalisation dans un circuit standard pour aider les enquêteurs de la police pour retrouver un téléphone, parce que c'est un plus, même si un proche a disparu. Oui, c'est vrai. Aussi, c'est un élément qui n'a pas été évoqué, tout comme le téléphone perdu. J'espère pour vous que ça ne vous est jamais arrivé d'avoir un proche qui éventuellement ne donne plus de nouvelles subitement et vous le recherchez. Et bah, si la personne ne souhaite pas donner de nouvelles, la première chose qu'elle fait, c'est éteindre son téléphone. Voilà, si c'est volontaire, bon, il peut choisir de retirer la coque. Voilà, et mais l'éteindre. imaginons que ça ne soit pas volontaire, parce que encore une fois, je ne souhaite à personne. Et le voleur, en l'occurrence la personne qui ne souhaite pas du bien à votre proche, n'est pas forcément au courant que ce genre de coque permet d'être localisé et va simplement éteindre le téléphone comme n'importe qui le ferait. Alors c'est un cas extrême, je vous l'accorde, mais on peut imaginer ce genre d'usage en cas d'extrême urgence. Tout à fait. Voilà, donc pour répondre, oui, le but à terme, c'est que la police, la gendarmerie puissent utiliser cet outil pour localiser un téléphone et mettre sur les faits des voleurs dans des procédures judiciaires. Après, en soi, alors, je n'ai pas eu énormément l'occasion d'avoir affaire à la police dans ma vie, je ne vais pas m'en plaindre, mais je pense que si vous expliquez la situation aux forces de l'ordre en leur disant voilà, mon téléphone était équipé de ce produit, si on envoie un SMS à tel numéro, on peut connaître la position du téléphone à l'instant où on envoie le SMS. Je pense que le policier sera peut-être plus à même de quand même au moins se renseigner, au moins peut-être vérifier si c'est l'adresse de quelqu'un qui est connu, peut-être des choses comme ça. Bon, ça peut être intéressant pour lui. C'est sûr que quand le produit sera démocratisé, les forces de l'ordre en ont plus l'habitude, mais là, dans le cas présent, je pense que ça ne peut pas faire de mal en tout cas. Tout à fait. Alors, Jean, qui pose la question parfaite pour conclure ce live, comment fait-on si on veut investir dans ton projet? Alors actuellement, je n'ai pas encore déclaré mon entreprise qui est Speedy Software en tant que société. Donc je ne peux pas encore ouvrir un compte bourse, compte d'investissement, tout ça. Actuellement, je suis plus en priorité de chercher de l'argent, donc des dons, de l'argent public, spécifiquement dans les projets innovants, projets numériques, comme BPI France, comme les aides de la région Rhône-Alpes. Je prépare un dossier d'ailleurs pour ça, et qui va permettre de produire le prototype. Et quand le produit sera prêt, et j'aurai ma société montée et prêt aux ventes, là je pourrais éventuellement ouvrir des cas pour... Mais la question c'est, est-ce qu'on a aujourd'hui
un moyen de soutenir ton projet? Alors oui, il y a un moyen de soutenir, c'est des dons, donc c'est donatif. C'est Et où, sur quelle plateforme? Tu as un crowdfunding, tu as quelque chose? c'est ça, sur la plateforme de Ulule. Il reste actuellement 6 jours ou 7 jours, 7 jours, 7 sauf jours à par peu ma près. part. 7 jours avant que la cagnotte se ferme. Et le but, c'est de dépasser 3000 pour atteindre les 30 000. Voilà, Sébastien, est-ce que tu as mis le lien du Ulule quelque part dans la description du live, quelque chose? Il n'est pas dans la description du live, mais vous pouvez le retrouver en tapant sur Google TiofShell Ulule. Alors peut-être pour les gens que ça intéresse, pourrais-tu mettre le lien du Ulule dans les commentaires? Je te laisse le Tout de clavier. suite. Alors, Et comme ça, les gens n'auront pas besoin de faire des recherches pour le trouver. Ils auront simplement un lien sur lequel cliquer. voilà, je vous le mets en commentaire. Voilà. Ah, merci Samuel. Ah bah, merci Sam. Mais tu peux le mettre quand même, Sébastien. Ah bah, Florie. Je vois que tout le monde. Alors, selon ce qui est noté sur Ulule, il reste 9 jours. 9 à jours, la note, c'est Sébastien. ça. Tu l'avais Mes excuses. peut-être allongé un tout petit peu. Oui. Tiens-nous au courant. Très bien, merci. Alors, Jean, eh bien, merci Jean en tout cas pour ton soutien. Vraiment, encore une fois, si tu souhaites participer à l'aventure, entre guillemets, surtout n'hésite pas à faire un petit don sur le Ulule. Sachez que le moindre euro, en fait, c'est important pour une raison simple, c'est que si Sébastien va voir des banques, ils vont pas tant regarder le montant récolté, mais le nombre de contributeurs. Donc surtout, même ne serait-ce que 1 euro, c'est super important pour le projet. Il faut vraiment faire monter le nombre de contributeurs au maximum. Et si vous mettez, donc vous avez des contreparties, Sébastien, le sticker à partir de combien déjà? 22 euros. 22 euros. Et si vous mettez plus de 50 euros, en fait, ça revient à l'achat d'une TiofShell en fait. C'est ça. Donc c'est-à-dire que dès que le produit sera terminé, en fait, vous en aurez une à partir de 50 euros et plus, hein, évidemment. Donc, Jean, si pour toi, tu souhaites une coque, mais pour toi, pour ton téléphone personnel, bah, tu peux déjà donner 50 euros, en fait, et ça t'assure l'achat d'une coque quand elle sera disponible. C'est ça. Mais il faut bien sélectionner la contrepartie. Voilà, par coque. contre, faites bien attention de bien cocher la contrepartie, c'est important. Malheureusement, le site Ulule n'est pas très bien fait sur ça. Si vous pouvez juste vraiment bien vérifier avant de valider votre don que vous avez bien coché la contrepartie, c'est super important. Alors, je vois les bourrins, qui a spammé. Alors, avec la société, on va te soutenir, pas de problème pour ça. Laisse-moi quelques jours et on te fera un don. Eh bien, Merci. C'est très généreux, Jean. Merci, je pense que... Merci, Jean. Je pense que c'est à la fois très généreux de ta part et un investissement personnel comme ça, c'est beau. Donc merci vraiment Sébastien. En tout cas, lui se donne à fond. Je pense que moi-même et tout son entourage, on peut témoigner que se donne à fond sur ce projet pour le concrétiser. Car je pense que Sébastien, tu peux, bon, on va terminer le live sur ça, mais on va faire un petit instant pathos. Est-ce que tu peux juste me décrire qu'est-ce qui s'est passé? D'où elle est venue cette idée à la base? Alors, c'était en 2019 avec une amie à moi. On est allé avec toi-même également. Donc, mon ami, on sortait d'une animation qui était la Fête des Lumières, c'est ça, à Lyon, à Vieux-Lyon exactement. Quand on s'est fait plus ou moins aborder par des jeunes, mais assez sympathiques. Bon, ils avaient l'air ivres. Voilà, ils avaient l'air ivres. Voilà, donc rien de plus, nos chemins se séparent. Sauf qu'entre temps, mon ami est en train de remettre son foulard en espèce de 15 secondes et on ne sait pas comment, mais en fait, il était derrière nous et on ne sait pas qui, on ne sait pas comment et ni à quelle vitesse. On n'est même pas sûr que ce soit ce groupe de jeunes. C'est ça. Pour être exact. Et au final, dès qu'elle a senti que son téléphone était volé, le premier réflexe c'était le téléphoner. Voilà. Sauf que et le téléphone était éteint. Le téléphone était déjà éteint. Le voleur a eu le réflexe de l'éteindre. Et on a essayé de se connecter donc au compte Google, etc. Pour le localiser. Mais le temps qu'on le fasse, le voleur avait enlevé la SIM. Voilà. Et si tu te rappelles très bien, durant qu'on marchait jusqu'à mon domicile, j'ai quand entendu cogiter, réfléchir, mais il faut que je trouve une solution parce que, en fait, mon ami elle pleurait et ça m'a beaucoup touché. Et ça m'embêtait tellement, il me dit, mais en fait, c'est pas la seule, ça arrive à tout le monde. Moi, ce n'est pas encore arrivé, mais ça va forcément m'arriver un jour. Il faut que je trouve une solution. Alors, le bouton éteint, non, on peut pas. Par contre, une espèce de coque qui serait verrouillable et qu'on puisse localiser, là, c'est la bonne solution. Et j'ai lancé ce truc, j'ai fait un prototype, j'en ai fait un deuxième pour être sûr, valider que ça fonctionne. Tellement fier, tellement content, je l'ai montré un peu à mes amis pour avoir leurs avis.
Et finalement, bah, hop, Seth dépose un brevet. J'ai déposé un brevet. Et ça a fonctionné, donc l'INPI Oui, s'occupe du c'est vrai que dossier. c'est important à préciser, mais l'invention est brevetée, hein. Le brevet est déjà déposé. Donc c'est. Enfin, le projet est quand même à un stade d'avancement, ce n'est pas juste un concept, hein. À l'instant où nous parlons, on est déjà à un stade assez poussé dans le développement du produit. C'est ça. Oui, bah en effet, c'est Florie, mon ami, Ouais. qui est victime du vol. Voilà. Bonsoir Florie. donc, Merci à toi. donc voilà, et aujourd'hui, bah, j'ai eu de la presse qui m'ont contacté. Donc dernièrement, c'est France 3 qui m'ont François contacté. Ronalp. François Ronalp qui m'ont contacté pour quelques questions là-dessus, sachant que toutes les réponses étaient déjà sur Internet. Il y a pas mal d'articles qui en parlent du projet et c'était pas plus mal. Voilà. Très bien. Alors, Ensuite, si je peux juste, je me permets et on marque une pertinent. dernière chose. Est-ce qu'il y a encore des questions qui restent de Merci, du Loïc. chat? les petits mains. On est encore là pour les questions. Voilà. Je relis juste un point. Ouais, c'est tout fait. Non, je pense qu'on a déjà abordé au final ce qui était marqué. Ok, Très ça bien. marche. Alors on va juste rester encore une petite minute au cas où il y ait des questions de retardataires. En tout cas, donc on le rappelle, le projet est actuellement en cours de financement participatif sur Ulule. Le lien a été mis dans le chat, plusieurs fois. Il a été spammé par notre chat de l'amour. Voilà, on peut même le remettre, Voilà. fait coller, c'est bon. On peut le remettre s'il y en a qui arriveraient seulement maintenant. Alors il reste encore 9 jours sur la cagnotte, donc surtout n'hésitez pas. Encore une fois, c'est hyper important. Ce qui compte, c'est vraiment le nombre de donateurs. Vraiment, ne donnez même peut-être que 1 euro, c'est hyper important. Et si jamais, je vais dire ce que de grandes personnes disent lors d'événements caritatifs, si jamais vous n'êtes pas en moyen financier de soutenir le projet, mais que vous voulez quand même que le projet avance, le plus important, c'est d'en parler autour de vous, de le partager les articles de presse qui vont parler du projet. Si vous connaissez des personnes intéressées, envoyez-leur le lien du Ulule, parlez-en, c'est le plus important. Le meilleur moyen de soutenir le projet, c'est d'en parler et de partager l'information. C'est même plus important que de participer financièrement. C'est vraiment le plus important, c'est que un maximum de personnes soient au courant de ce projet et le soutiennent. Tout à fait. Et ça se termine le 1er avril. Bah, donc non, là, dans 9 jours du coup. ouais, faut se dépêcher. Dans 9 jours, c'est un peu plus long. Ah, c'est le 1er avril. 3 avril du coup, on est le 24. Ah non, c'est le 1er avril. Bon. Bon. C'est pas grave. En tout cas, autre question de Jean. Est-ce que la cagnotte est reconductible ou pas, Sébastien? Non. Alors, c'est la politique de Ulule, du tout ou rien. C'est-à-dire que dans tous les cas, la cagnotte se termine le 1er avril, la date qui va arriver. Et une fois que c'est terminé, si on ne dépasse pas les 3000, bah, ça rembourse tout le monde, tous ceux qui ont contribué. Et si on dépasse 3000, bah, en fait, la cagnotte va rester en ligne, mais bloquée. Et en fait, cet argent va pouvoir servir pour l'industrialisation. La question que Jean pose, je pense, c'était en lien avec le fait qu'il propose l'aide de son entreprise. Ah oui. La cagnotte est terminée. Imaginons que tu aies atteint le montant. Oui. Très bien. Quels seront les moyens par la suite si on veut continuer à investir dans le projet? Alors, il y a deux façons de voir ça. Il y a investir, donc c'est mettre un certain pourcentage pour avoir des revenus. Tout ça, ça va être beaucoup plus tard. Ça, c'est la bourse. Pour l'instant, voilà. Ce n'est pas encore le sujet. C'est pas encore le sujet. Et actuellement, on pourrait qu'upsetter la partie donative parce que vu que c'est en état prototype, j'aimerais bien. Je pense que la majorité des personnes voudraient bien avoir un produit final avant d'investir. Oui, ce qui est normal. Ce qui est normal. Donc, si on peut répondre à Jean dans ce sens-là, c'est que ça ne sera peut-être plus sur Ulule, mais il y aura toujours moyen de soutenir le projet financièrement. C'est ça. Si on le souhaite. Au cas par cas, bien sûr. C'est ça, voilà. Voilà. J'espère que ça répond à ta question, Jean. Y a-t-il encore d'autres questions? Peut-être. Sinon, Sébastien, si tu as un petit mot de la fin pour terminer. Des questions, toi? Non, bah, je pense que tu as répondu à toutes les questions donc, que le chat a posées, les questions qu'on t'a posées sur les questionnaires, sur les sondages. Si, il y a une question qui n'a pas été beaucoup revenue, mais qui peut être posée. Revenu. C'est la protection de la vie privée. Oui, tout à fait. C'est important parce qu'il y a peu de gens qui se la posent, mais il est important qu'on puisse la poser. Est-ce que la coque, étant donné qu'elle est capable de te localiser, qu'en est-il des données personnelles? C'est vrai que c'est une bonne question, ça qui n'a pas été abordée. Alors, la coque n'a pas de serveur centralisé, tout simplement.
C'est-à-dire que la coque, elle émet des SMS uniquement quand on le demande. La coque, on l'allume, elle va émettre un peu des signaux, des ondes, tout De ça. communication, oui. Voilà. La communication sur le réseau GSM. Tout à fait. Et même pas, elle va se déclarer que ça y est, vous pouvez me localiser. Ça sera juste fonctionnement sur le standard du téléphone, voilà, comme tous les téléphones. Et quand on demande de localiser le téléphone, on envoie un SMS sur la coque répond, pas la personne qui lui a répondu, pas plus. Voilà. Il n'y a rien qui est centralisé, les données ne sont pas stockées. La position GPS, elle reste dans le téléphone, c'est temporaire parce que toutes les 5 secondes, ça se réactualise. Et quand on éteint la coque, il n'y a plus rien qui communique. Voilà, donc aucun stockage de données personnelles en final. Tout à fait. D'accord. Et ensuite, la question sur les ondes. Oui, les ondes. Bon, je pense que tu y as un petit peu répondu Ouais. actuellement. Comme la coque, elle consomme très très peu de batterie, elle émet très peu d'ondes. Elle utilise une communication classique GSM, voilà. Donc 4G, 5G, tout ça, ça n'existe pas. La 3G aussi, ça n'existe pas. On fonctionne juste sur le principe de base des SMS qui existe depuis des années, depuis très longtemps. Voilà. Alors, pour te répondre, Jean, voilà, on est à quasiment 2200 € sur 3000. Ah, ça vient de monter. Ça a bien monté, merci à ceux qui ont, Wow. qui ont fait des dons pendant ce Merci live. beaucoup. C'est vrai que du coup on avait les yeux un petit peu sur le chat et sur le retour du live, mais point sur la cagnotte. Et donc vraiment merci à tous ceux qui ont participé là, c'est super, vous êtes au top. Ça a monté là, pouf. Merci, et encore une fois, même 1 euro, vraiment, le nombre de contributeurs c'est le plus important. Bien sûr. Voilà. Donc voilà. Donc un petit mot de la fin du coup. Au voleur, gare à toi. Bah écoutez, merci beaucoup d'avoir. Je vais me mettre devant la caméra aussi, que Allez. les gens puissent me voir un petit peu. Hop, Allez. hop, voilà. Donc bah Bon, merci. c'est moi qui me suis du coup occupé des questions et de la régie. Donc désolé si on m'entendait pas très bien du coup. Mais on a fait un petit peu avec la technique qu'on avait. Donc merci à tous en tout cas d'avoir été présents sur ce live. J'ai vu à un moment donné on était plus d'une vingtaine de personnes, donc c'est énorme. Donc vraiment merci beaucoup. Et puis bah encore une fois, si vous avez des questions, n'hésitez pas à contacter directement Sébastien. Alors plutôt sur le compte Speed Software ou plutôt sur ton compte personnel? Plus Speeding Software, mais ils me peuvent contacter sur le compte personnel, il n'y a Très pas de bien. problème. Est-ce que tu peux aussi peut-être mettre le lien du compte pro sur lequel te contacter? Oui, alors tout de suite. Alors, hop. Non, je suis bête, je suis juste à l'identifier là. Hop, Voilà, arrobase. Sébastien va donc l'identifier dans le chat, comme ça. Voilà, donc ça c'est le Facebook professionnel de Splinty Software. Donc c'est le projet de la coque anti-vol, mais d'autres projets qui vont arriver, la voiture autonome, les projets par-ci, par-ça. Donc tout est ici, tout va arriver par là. Et aussi sur Instagram, j'ai un compte qui s'appelle aussi Splinty Software. Voilà. Donc n'hésitez pas à follow et autres. Voilà. Eh bien abonnez-vous, mais on n'est pas sur YouTube. Donc merci encore une fois à tous. Et puis au plaisir de continuer cette aventure avec vous. Et bien à la prochaine. À la prochaine. Merci. Merci. Au revoir.